Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Sadan, la directrice de l'Institut d'études et de recherche sur le droit et la justice. Je commence par des petites préconisations. Merci à ceux qui sont en distance de bien systématiquement couper votre micro, sinon on vous entendra directement, il y aura des interférences. Donc voilà, nous vous accueillons pour cet arrêt sur recherche consacré à deux séries de recherches qui ont été menées. Alors merci de couper vos micros quand vous êtes à distance, on vous entend sinon. Deux séries de recherches qui ont été menées par deux équipes de recherche pluridisciplinaires. Je présenterai tout à l'heure les chercheurs pour faire un retour sur les procès des attentats, essentiellement 2015 et un petit peu 2016. Mais je voudrais d'abord accueillir et remercier très chaleureusement la Cour d'appel de Paris qui nous a mis à disposition cette salle et qui nous accueille. Christophe Petitot, donc président de Cour d'assises et représentant le premier président, et Thierry Ramonazzo, excusez-moi, représentant Madame Lequéo, procureure générale. Je vous cède la parole. Je vous remercie, Madame la directrice. Tout d'abord, la Cour est ravie d'accueillir votre colloque. Le président, malheureusement, n'a pas pu assister. Le coordinateur du service des assises, M. Jean Tarat, aurait souhaité être là non plus retenu à Évry dans le cadre de ses fonctions. À titre personnel, je suis ravi d'intervenir parce que je suis moi-même président de cour d'assises. J'ai depuis environ 5 ans présidé un certain nombre de procès qui sont parfois pour des affaires anciennes, ça remonte aux affaires de Carlos dans les années 70, puis l'attentat de la rue Copernic dans les années 80, et plus récemment des attentats ou des équipes de malfaiteurs français qui étaient installées en Syrie, type Calibre Russe. Et dans le dossier, et sur ce qui me concerne vraiment aujourd'hui, j'ai présidé le dossier d'appel dans le dossier du 14 juillet, de l'attentat du 14 juillet à Nice. Et en compulsant les rapports qui sont présentés aujourd'hui, les synthèses, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça nous permet, et surtout à nous les praticiens, de prendre pas mal de hauteur parce que dans le cadre de notre travail quotidien, on est quand même très enfermé dans l'organisation de ces procès qui se caractérisent aussi beaucoup par leur gigantisme. Leur gigantisme en termes de durée, en termes de nombre de parties, et qui se caractérisent beaucoup dans des défis logistiques qu'on oublie beaucoup, mais qui nous accaparent beaucoup. Et quitte à parfois peut-être à oublier leur dimension historique, leur dimension sociale, leur dimension, on va dire, peut-être parfois politique. Parce qu'à l'audience, chacun va prendre sa place. Le procureur, même s'il représente la société, il cherche surtout à établir la culpabilité des accusés, ce qui est normal. Les parties civiles défendent leurs avocats, défendent leurs clients. La défense fait la même chose. Et le président gère tout ça, cherchant d'abord peut-être la sérénité, avec un œil sur l'horloge, un autre sur la salle, et parfois de temps en temps sur le dossier, pour faire avancer les débats. C'est quelque chose de finalement assez, je dirais pas routinier, mais on a chacun un petit rôle qui nous est assigné. Mais, et c'est là où il y a un mais, en matière de terrorisme, la chose est quand même différente. Elle est différente parce que les dossiers sont très gros, parce qu'il y a énormément de moyens d'enquête qui sont investis par l'État, à la fois matériels, parce qu'on est beaucoup d'agents, beaucoup de policiers, beaucoup de moyens, et aussi, comme on sait, les techniques spéciales d'enquête qui permettent d'obtenir ce qu'on ne pouvait pas obtenir il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et c'est qui change la donne. Techniques d'enquête qui sont, on sait, contestées, parce qu'en fait, on a quand même des pouvoirs exceptionnels qui sont donnés au service. Ce qui permet d'avoir une masse infinie, quasi, d'éléments à analyser, et qui sont parfois des choses qui paraissent très importantes, mais parfois des choses qui paraissent peut-être un peu plus, un peu moins pertinentes au regard d'un dossier, et on va pouvoir passer des heures à une audience, à analyser un SMS qui peut paraître abscon, une photo dont on ne comprend pas l'utilité, même si c'est un des terroristes hilar sur le téléphone qu'on retrouve d'un autre accusé. Et cela, parfois, est un petit peu vertigineux, dans ce sens où on se dit on va devoir juger ces faits d'une importance gravissime à la base d'éléments qui paraissent les uns ou les autres pas forcément très importants.
Et c'est là où l'audience prend son importance, parce que cela permet, pendant ce temps qui est le temps du procès, de tout rassembler, avec tous les acteurs en même temps. Et on retrouve là les fondamentaux du procès pénal, c'est-à-dire une audience où tout est public, public à la fois entre les parties, mais aussi avec un public qui assiste, notamment les parties civiles, et avec les deux grands principes du contradictoire, chacun peut apporter ses éléments, chacun peut les discuter, l'oralité, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de rapports qui se glissent d'une partie à l'autre, mais tout est exposé. Et ça permet donc à la Cour, finalement, de prendre sa décision, de savoir quelles preuves sont pertinentes ou pas, et finalement, je pense, d'obtenir des décisions qui sont juridiquement incontestables et globalement plutôt acceptées. Donc ça, c'est l'élément, et j'ai relevé dans un des rapports cette phrase qui est vraiment intéressante, que j'ai trouvée et qui est très pertinente sur notre travail, c'est qu'au moment du procès, l'intangibilité du procès équitable s'impose. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est nos règles de procédure qui permettent de faire de ces procès exceptionnels, en fait, des procès qui restent dans le vrai cadre du procès équitable, d'un état de droit, et qui, je pense, donne beaucoup de légitimité aux décisions qu'on prend. Le deuxième élément important de ces dossiers, c'est évidemment la place des victimes. La place des victimes, je dirais avant tout parce que c'est malheureux de le dire, il y en a énormément. Je veux dire, lorsque une équipe va tuer 130 personnes dans la même journée, ou un homme avec son camion va en tuer 86 un autre jour et en blesser 400 ou 500, on est face à des chiffres qui ne sont pas les chiffres actuels, normaux, on va dire, d'un procès pénal. Et ça aussi, je pense, permet à tous nous rappeler qu'une infraction pénale, c'est avant tout une infraction contre une personne. Et que si l'État en a fait des atteintes à la société en général, c'est aussi, et je pense que chacun le sait, pour prendre en charge, on va dire, la répression, éviter notamment la vengeance. Éviter la vengeance, et juste un mot là-dessus, et en lisant le rapport sur les victimes, j'ai beaucoup d'éléments là-dessus. On constate qu'il y a toujours une très grande colère des victimes d'attentats, qui est parfaitement légitime, que lors des procès, en tout cas à titre personnel, j'ai toujours ressenti cette inquiétude pendant les longues semaines. On avait eu 3 semaines pour l'attentat de Nice, on n'a entendu que des parties civiles, que ça ne parte pas, je dirais, vers trop d'agressivité, qui est parfois exprimée, mais pas tant que ça, mais avec cette volonté d'éviter que le box des accusés en fait, devienne un pilori. Parce que vous avez 2 personnes qui sont face à la colère de centaines d'autres, et de façon bien naturelle, je pense qu'un certain nombre expriment directement la colère envers ces gens, envers les accusés. Mais globalement, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on n'est pas tombé dans ce travers, j'ai pas l'impression, et que à la fois les avocats, des parties civiles et des parties civiles elles-mêmes jouent vraiment le jeu du procès, c'est-à-dire qu'elles viennent exprimer leur peine, elles viennent exprimer leurs demandes, et que la part de colère et la part d'agressivité restent finalement très résiduelle. Enfin, dernière chose que je voulais dire ce matin, toujours en lisant ce rapport, j'ai eu vraiment une vraie joie ou bonheur de lire que la justice restaurative pouvait trouver sa place. Et c'est-à-dire que dans le travail qui a été fait sur les victimes d'infraction, certains ont expliqué que ça leur a vraiment été utile. Ce qui n'est pas forcément évident à ressentir ou à constater lorsqu'on juge une affaire. Et deuxième point, toujours sur ce point, est repris l'expérience d'un accusé qui explique que c'est justement à l'audience, en écoutant les parties civiles qui s'exprimaient, qu'il a pris conscience de la gravité des actes qui étaient commis, et qui, pour juger depuis quand même beaucoup d'années des accusés, il est quand même très rare, de ressentir un discours sincère, on dirait, sur la prise en compte de la place de la victime et de l'importance de l'acte. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Voilà, je suis très impressionné par les travaux que j'ai pu lire, donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Oui, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, je suis ravi effectivement aussi également, comme Christophe Petitot, de vous accueillir ici au sein de la Cour d'appel au nom de la procureure générale qui malheureusement est en déplacement à l'international. Je pense que cette rencontre, en tout cas sur le procès des attentats de 2015, puisque c'est un peu la thématique
principal résonne particulièrement ici, dans ces lieux, avec une acuité tout à fait particulière, parce que se sont tenus effectivement des procès en appel, des procès également en première instance pour les attentats de novembre 2015. Et je dirais que ce lieu est particulier et donne une illustration aussi de ce que peut être, je dirais, un véritable tournant dans le traitement des affaires terroristes, dans le sens où effectivement on y a trouvé un lieu, une salle d'audience tout à fait particulière, qui a marqué les esprits et qui a une modification aussi peut-être de la façon dont on traite des procès d'assises en matière terroriste, qui tenait effectivement à la création d'une salle spécialement dédiée, avec des moyens techniques novateurs aussi, qui permettaient à chacun, aussi bien, je dirais, les acteurs principaux du procès que sont la cour d'assises, les accusés, mais également les parties civiles, de trouver une place et d'avoir un statut particulier. C'est important de le souligner, sachant que ça a été également pensé, en dehors des aspects purement matériels, comme étant une organisation nouvelle qui permettait à la fois d'accueillir les victimes et de les accompagner, je dirais, tout au long du procès par des choses novatrices comme la création des gilets roses, la création d'un greffe dédié aussi qui facilitait aussi les échanges, sans oublier, et ça c'est très important je pense, et ça fait une partie importante dans vos travaux aussi, de pouvoir témoigner ou en tout cas d'associer toutes les victimes qui permettent de trouver une place. Je pense notamment à la web radio qui avait été mise en place, qui permettait ainsi permettre aux victimes de suivre les débats avec une plus grande aisance, sachant que évidemment l'accompagnement psychologique dans ces moments-là était très important et on y a répondu de façon efficace. Alors aujourd'hui, le caractère de cette salle qui avait une nature éphémère au départ, et nous le savions tous, va disparaître au profit d'autres aménagements qui vont prendre un certain temps avant de voir le jour. Évidemment, on s'inscrit dans une durée assez longue, de 5 à 6 années, mais pour autant, je pense que ce qui a été acquis ne doit pas disparaître et il y a effectivement à capitaliser sur ce que a été appris collectivement à la fois par les acteurs judiciaires mais également par les associations, les membres, les gens qui ont assisté en tant que témoins et je pense plus particulièrement aux chercheurs que vous êtes aussi qui ont trouvé une place particulière dans ce procès. Je pense qu'on a vu l'émergence aussi du rôle aussi et de la place des chercheurs qui ont été accrédités pour ces procès, qui ont été je dirais, des témoins et ont pu ainsi, je dirais, apporter à la fois un témoignage, mais également une analyse. Et les travaux que vous menez, ou en tout cas qui sont aujourd'hui discutés, en sont une preuve importante. Donc je pense qu'il faut effectivement se nourrir de ces enseignements, de ce retour d'expérience, pour pouvoir, je dirais, aller un peu plus loin et travailler encore une fois de façon plus approfondie sur l'analyse de ces phénomènes sur le plan sociologique, juridique, judiciaire. Ça me paraît totalement important, très important, sachant que nous, qui sommes des acteurs judiciaires du terrain, nous n'avons pas toujours la capacité de prendre suffisamment de recul par rapport aux événements pour pouvoir les apprécier parfois aussi ou en tirer des enseignements un peu plus prospectifs. Donc je pense que vous n'êtes pas, en tant que chercheur, vous n'êtes pas seulement des scrutateurs attentionnés du fonctionnement de notre institution, mais finalement vous nous renvoyez, vous nous interrogez aussi sur nos pratiques professionnelles, sur nos modes de fonctionnement, et tout ça, je dirais, constitue une grande richesse pour l'institution judiciaire, je dirais, dans son ensemble, et je pense qu'on pourra en témoigner aujourd'hui. Ce que je voulais dire aussi, et ça me paraît important, c'est que le travail de recherche, d'analyse, c'est un travail aussi qui rappelle ce qu'est l'historicité aussi de ces événements, et c'est très important, me semble-t-il, aujourd'hui de le souligner, parce que nous avons à faire face parfois à la tyrannie de l'immédiateté, je l'appellerai comme ça, à la primauté parfois des opinions sur la réflexion, et je dirais que le travail des chercheurs, c'est justement de nous amener à avoir une réflexion en profondeur sur les phénomènes que nous pouvons traiter sur le plan judiciaire, et nous permettre ainsi, bien finalement, de ne pas vivre à l'extérieur de la cité, mais d'être connecté à la cité, et de pouvoir faire évoluer aussi nos pratiques judiciaires, pas seulement les textes qui régissent notre activité. Donc je pense que c'est aussi tout l'intérêt et toute la richesse que vous pouvez apporter à l'institution judiciaire, et je dirais qu'il y a des passerelles de plus en plus nombreuses maintenant entre la recherche, je dirais, sur le plan juridique, sur le droit, et
juridiction comme la Cour d'appel. Je citerai à cet égard un exemple qui m'est cher, puisque comme chef de pôle des affaires pénales spécialisées, j'ai non seulement le terrorisme, mais j'ai aussi la criminalité organisée. Nous avons actuellement un travail associant des chercheurs en droit sur le phénomène de criminalité organisée, qui est aussi un phénomène dont tout le monde parle, sans trop savoir d'ailleurs déterminer les limites et le pourtour. Mais je pense que c'est très important effectivement d'associer le monde judiciaire au monde de la recherche pour pouvoir avoir, je dirais, une approche prospective, pour pouvoir aussi témoigner de ce qu'a été l'histoire aussi. C'est très important compte tenu de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde se projette. Pas beaucoup de gens se projettent, mais tout le monde réagit plus, c'est en réaction par rapport à des événements. La réflexion est indispensable pour précéder, je dirais, toute action efficace. Donc voilà quelques mots simplement de la présentation. Je vous souhaite bien d'avoir des échanges, et j'imagine bien qu'ils seront fructueux et tout à fait passionnants sur cette thématique qui tourne autour des attentats de 2015, qui ont effectivement marqué l'histoire aussi de notre pays. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous laisser la place. Vous préférez Denis, peut-être tu peux te faire par ici, puis comme ça on va. Alors, monsieur l'avocat général, vous avez tout à fait introduit le rôle de notre institut justement sur la passerelle entre la recherche et les acteurs. Donc je voulais rappeler que c'est un peu le principe de ces arrêts sur recherche qui vont permettre aux chercheurs de présenter une partie de leurs travaux, puisqu'on est dans un cadre horaire assez limité que je leur rappellerai pour l'efficacité de ce débat. L'objectif, c'est justement d'avoir un format assez court pour que le maximum, éventuellement même les praticiens, puissent venir. Je voulais remercier également pour l'organisation et l'accueil Emmanuel Warnheim, secrétaire général du premier président, et ses équipes qui ont rendu ce moment possible. Figurez-vous que la première fois que j'ai pris contact avec la première présidence, notre objectif c'était de tenir cet arrêt sur recherche dans la salle des grands procès. Mais entre l'occupation de la salle pour son objectif initial et le démontage qui nous a quand même pris un peu de cours, on pensait qu'il y avait encore quelques semaines disponibles, ça n'a pas été possible et on est très heureux que la Cour nous ait trouvé quand même une belle salle pour accueillir ces échanges. Le contexte, vous l'avez rappelé, le contexte de ces attentats. Donc, vous avez mentionné Paris-Nice, mais il y a également Vincennes et Saint-Denis. Et je pense que c'est un point important que vous soulevez dans les recherches d'une manière générale. Voilà, que je crois comprendre. J'ai lu plusieurs fois aussi dans la presse que certaines victimes se sentaient un peu oubliées dans les termes que l'on employait. Vous avez mentionné que les chercheurs ont eu un traitement un peu particulier au cours de ces observations. Et effectivement, ça n'a pas été acquis immédiatement. Et là-dessus, c'est vrai que c'est un petit peu un des rôles aussi de notre institut dans cette interface, d'essayer de favoriser ce statut particulier et de garantir aussi la déontologie, la qualité des travaux qui sont menés. Donc nous allons entendre aujourd'hui, dans l'ordre que vous m'avez indiqué, Antoine Mégy, donc maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rouen-Normandie, puis Pauline Jaroux, docteur en anthropologie sociale au laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains à l'université libre de Bruxelles. Puis Denis Salas, que je présente peut-être pas ici, mais enfin quand même, magistrat, rédacteur en chef des Cahiers de la Justice, revue bien connue de toute la magistrature, et qui a beaucoup produit aussi de réflexions et d'ouvrages sur ces questions. Et nous aurons en visio seulement Pascal Pla, qui n'a pas pu se joindre à nous, qui est directeur de l'Institut international de recherche sur la conflictualité, membre de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques de l'Université de Limoges.
Voilà, alors l'objectif c'est vous avez 15 minutes chacun, pas plus. Si on veut lire plus avant, on lira plus avant. Et ensuite on aura un petit temps d'échange. Donc Antoine Mégy, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci. Donc effectivement, merci à l'IERDJ et à l'ensemble de son équipe et Valérie Sagan pour avoir construit ce moment qui est un peu particulier. Hein. On se retrouve dans une place inversée. On est plutôt de l'autre côté en général, hein, sur les bancs du public. Et merci d'avoir aussi finalement accompagné durant plusieurs années, et j'y reviendrai parce que c'est aussi une des spécificités de la recherche, c'est son temps. Un temps un peu trop long pour beaucoup de personnes, mais un temps extrêmement important, et on reviendra sur ces différentes temporalités de ces procès historiques. Déjà le titre donne cette dimension sur les attentats en France depuis 2015. Je ne sais pas si vous avez regardé France 2 hier. Facile. Non. Alors il y a peut-être aussi un public qui n'est pas vraiment représentatif, mais hier sur France 2, j'ai encore des soirées passionnantes. Il y avait donc le procès de Klaus Barbie. On peut regarder des procès toute la journée, mais cette programmation, elle tend aussi à montrer quelque chose que l'on perçoit, hein, y compris lorsque l'on travaille dans l'instance judiciaire ou quand on l'observe, c'est la place, non pas grandissante, mais la place importante que les procès en tant que tels ont aujourd'hui dans notre quotidien. Quotidien au niveau des questions sociétales, on pense au procès de Mazan, quotidien au niveau des questions politiques, on pense bien sûr à la série de procès de responsables politiques. Il y a donc aujourd'hui un intérêt multiple pour les procès. On le voit aussi à travers une multiplication, et on est très bien placé pour le savoir, des productions artistiques, romancières, sur les procès. Le procès est un format qui intéresse le public, qui donne lieu aussi à une sorte de curiosité finalement, de comprendre cette machine à juger, quel que soit le terrorisme, mais aussi d'autres formes de crimes. Et pour les chercheurs en sciences sociales, le procès est aussi un moment important. Moi, je travaille plutôt sur l'action publique, les politiques publiques, et on s'aperçoit que le procès est souvent un moment de mise sur agenda d'une problématique, voire déclencheur d'une politique publique, ou encore que le procès est le résultat d'une politique publique. Bref, tout ça pour vous dire que le procès est aujourd'hui, peut-être parce que nous travaillons dessus depuis plusieurs années, mais en tout cas, apparaît comme un objet important dans la société. Il renvoie à la question de la justice, dans une logique aussi de crise institutionnelle, de perte de confiance globale vis-à-vis des institutions, et dans ces conditions, le procès apparaît comme un moment particulier. Tout ça pour vous dire que c'est important de travailler sur les procès. Hein, et que finalement, si le procès est vu à travers de multiples approches, hein, qui soient aussi bien artistiques que journalistiques, il doit être aussi, et je pense que c'est l'objectif finalement, chemin faisant de ces différents projets, il doit aussi devenir un objet d'étude, un objet finalement des sciences sociales à part entière. Le procès est généralement un moment d'information. On va s'informer sur une affaire, et grâce au procès public, on peut. Là, dans le cas du procès comme objet des sciences sociales, l'idée est de faire du procès l'objet d'étude en lui-même, ce dispositif, à la fois scénographique, à la fois judiciaire, mais aussi social et politique, et de comprendre ces multiples dimensions. Voilà ce qui, finalement, nous a permis de construire progressivement notre intérêt et l'intérêt partagé de l'IERDJ autour de ces questions de procès. Alors, après cette petite introduction, l'idée est aussi de vous montrer comment s'est construit finalement ces différents dispositifs, ces différents programmes de recherche. Je n'arriverai pas à vous expliquer concrètement comment on s'est coordonné, puisqu'on a encore du mal à savoir comment on a réussi pendant 4 ans à coordonner une équipe de plus d'une vingtaine de chercheuses, chercheurs, sur 2 projets différents, mais avec une équipe finalement qui étudiait les procès in situ en même temps.
Et ça, c'est véritablement une sorte d'expérience en soi, une expérience collective de chercheuses, chercheurs, mais aussi une expérience humaine, hein, je n'ai pas peur de le dire, qui nous a beaucoup transformés, en tout cas dans notre approche du travail, et puis certainement personnellement et individuellement. L'histoire des procès du terrorisme, elle ne débute pas en 2015. C'est assez facile de le dire, mais c'est bien de le souligner, vous l'avez parfaitement évoqué. Il y a une historicité. Et cette historicité, elle est d'autant plus importante qu'elle renvoie à une question fondamentale. Qu'est-ce que le terrorisme? C'est tout le sens du travail que l'on a enclenché avec Virginie Sancico, qui travaille également pour d'autres projets avec l'IEFDJ. Une histoire des procès du terrorisme, mais une histoire à temps long, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, et d'essayer de comprendre. Ça a donné lieu à une publication à la revue Histoire politique, la revue d'histoire de Sciences Po Paris, essayer de comprendre comment, à travers les procès, on a progressivement construit une forme de qualification de la violence dite terroriste. Alors parfois avec le terme de terrorisme, parfois avec d'autres termes, puisque les législations antiterroristes ont produit des effets différents. Cette historicité, bien évidemment, elle est centrale et elle nous permet de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui dans les procès s'inscrit dans une histoire longue, je l'ai dit, mais aussi dans une histoire plus courte, celle des années 80, et de ce qu'on a appelé la construction, en fait, de la spécialisation et de la centralisation des autorités judiciaires en matière de terrorisme. C'est extrêmement important parce que ça répond à une première question qu'on nous pose. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours à Paris? Ça répond aussi, finalement, à un vrai enjeu. Comment on a réussi à être en permanence au palais de justice? C'est parce qu'on vivait à Paris. Donc l'accès au terrain. Si tous ces procès avaient été, alors je ne dis pas que c'est bien parce qu'on a pu travailler à Paris, hein, mais en tout cas, si tous ces procès avaient été nationalisés, on aurait eu d'autres enjeux d'enquête que celui de se rendre systématiquement dans ce bâtiment qui est devenu un bâtiment assez commun pour nous et quotidien. Pourquoi est-ce que tous les procès terroristes ont lieu à Paris? Si on veut expliquer cette question, qui paraît facile, mais qui demande beaucoup de pédagogie, notamment pour un public divers, et j'en reparlerai en conclusion parce que la science et la recherche, c'est aussi de la médiation scientifique, c'est aussi faire objet d'explication de nos recherches. On le fait ici, bien sûr, face à un public c'est spécialisé, mais on le fait aussi, on l'a fait aussi face à d'autres types de publics, que ce soit des parties prenantes des procès, notamment des parties civiles, mais aussi face à des collégiens, des lycéens, dans le cadre d'événements, de manifestations scientifiques. L'histoire des procès terroristes, elle doit donc être expliquée, et à partir du moment où, en 2012, a lieu les attentats de Mohamed Merah, elle devient, même si elle l'a été bien avant, un objet central des politiques certes judiciaires, certes de sécurité, mais aussi de politiques beaucoup plus larges au nom de la lutte contre la radicalisation et en particulier la radicalisation violente. Ce moment des procès de 2015, c'est donc un moment central par rapport à une réaction à des attentats. Et l'historicisation de ces procès permet de comprendre qu'on a souvent ce cycle d'attaques, de violences terroristes, et puis de réactions législatives, et de production ensuite de réponses, notamment judiciaires. Et la particularité qui va, je pense, être observée par nos équipes à partir de 2015, c'est que ces procès vont progressivement construire une histoire presque autonome de la justice à l'épreuve du terrorisme. Je m'entends par là que dans les années 90-2000, il y a eu des procès importants. Mais si vous voulez travailler sur leurs archives, c'est très compliqué. On le voit, on essaye de justement retracer cette histoire-là. Mais ces procès ont été finalement des éléments un peu oubliés de ces périodes. Ici, en 2015, peut-être en raison des médias, peut-être en raison des chercheuses et des chercheurs qui en ont fait un objet de recherche, et là aussi il faut s'interroger, ces procès sont devenus une histoire à part entière. On les raconte dans la presse judiciaire, on en fait des ouvrages, on en fait des documentaires. Et cette histoire qui se construit à partir de 2015, elle aboutit au procès historique.
Et la chance que l'on a eue, nous, en tant que chercheuses et chercheurs, c'est de commencer à rentrer dans ces salles d'audience fin 2014, début 2015. Et à partir de 2016-2017, de pouvoir monter des projets de recherche à moyen et à long terme. Il est clair qu'en 2017, lorsqu'on produit la première recherche avec Christiane qui est ici, Denis et Sharon, autour des filières djihadistes en correctionnel et dans les premiers procès criminels, on a l'idée que toute cette histoire va aboutir à un moment, les procès des attentats de 2015 et le procès de 2016. On s'en doute. On est pleinement dans ces histoires de filières de revenantes, mais un peu plus tard, de personnes voulant partir en Syrie, mais qui sont arrêtées dans le cadre de l'AMT. Donc on est dans cette histoire entre 2017 et 2019, mais on sent que tout cela produit quelque chose qui va aboutir à la construction d'une vraie expérience. Et c'est là où la suite va nous permettre, avec 2 projets de recherche, un sur la question des archives, et je vais y revenir, un autre sur la question des victimes, et je vais expliquer comment cette thématique nous est apparue presque évidente. On a proposé à l'IERDJ de poursuivre cette première étape, cette première histoire des filières djihadistes, à travers ce moment d'étude, d'analyse de ce qui va se passer pendant plusieurs années, à partir de 2020, les procès historiques. Très bien. On a donc affaire à un objet absolument total. Et c'est comme ça que nous avons voulu l'aborder. Nous avons voulu rendre visible un dispositif qui était d'abord un dispositif architectural. Et si on a eu du mal à avoir des accréditations, on les a eues, et pour cela, c'est aussi un remerciement, mais aussi une manière pour nous de construire une réflexion avec les acteurs de la justice, une réflexion critique, on l'a su, mais aussi progressivement avec d'autres acteurs qui vont remplir ces salles. Et c'est là, à partir du procès notamment des attentats Mera, que cette place des victimes devient un élément central. Et un élément central que, à 4-5, nous ne pouvons pas pleinement étudier. Et c'est dans ces conditions-là qu'il nous est apparu fondamentalement essentiel de construire un collectif très large pour que chacune, chacun puisse développer sur les différentes dimensions des procès, des études, et se coordonner par un partage de données. Et ici, je voudrais insister sur la dimension archivistique. Et Martine Niavaru est présente pour les archives nationales, car c'était une dimension fondamentale au départ, de comprendre comment ces procès allaient être construits comme des procès historiques, mais aussi de comprendre, et ça a été souligné, comment dans l'archivage qui allait en être fait, on devait aussi raconter l'histoire de ces procès, le contenu même de ces procès, notamment dans une période où on peut raconter tout ce qu'on veut sur un procès. On peut raconter qui s'est dit ça dans un procès. Qui va me dire le contraire? C'est là où la presse judiciaire est importante, mais c'est là aussi où les archives, les films sont importants. Et hier, la projection du procès Klaus Barbie replace beaucoup d'éléments historiques, validés par la Cour, validés par les chercheurs scientifiques, justement pour construire le dossier. Donc la question archivistique était centrale, la question de l'immersion à travers les procès était centrale, et cette immersion, elle peut se faire à 3, 4, là, elle s'est faite à une dizaine, quinzaine de personnes, et ça sera ma conclusion. Ce qui a été aussi quelque chose d'essentiel, là je parle plus de la structure finalement qui a pu se construire à travers cette recherche, c'est que nous avons aussi, en tant que chercheurs, chercheuses, nous sommes aussi enseignants et enseignantes. Et à travers ces recherches de plusieurs années, on a pu intégrer de nombreux étudiantes, étudiants de master. Certains ont mal fini puisqu'ils ont eu des financements de thèse après les procès. Donc maintenant, ils continuent à travailler sur la question des films, sur la question de la place des victimes, du ressenti des victimes par rapport à leur parcours victimaire et de prise en charge, sur la question des femmes revenantes et de leurs audiences. Vous verrez encore plein de chercheuses et de chercheurs sur ces questions dans les salles. Et tout cela sur la question de l'AMT, bien sûr, et de l'évolution de l'usage de l'AMT dans les procès terroristes. Et donc, association de malfaiteurs terroristes, pardon, on est des insiders, maintenant on parle avec les termes employés par les acteurs. Et donc, c'est aussi une force de cette dynamique, outre les résultats qui vont être présentés
par Pauline et Denis et Pascal, c'est également d'avoir pu produire un espace de recherche très divers autour de ces questions et d'avoir, et merci encore pour cette accréditation chercheur, je vous assure que nous gardons toutes et tous, j'en suis à peu près sûr, nos badges à être marqués recherche et nous les avons vus évoluer entre presse, vide et recherche. Et nous avons eu dans la salle qui vient de disparaître un banc avec l'écriteau chercheur, ce qui nous a assez interrogé aussi, hein, parce qu'on s'interroge beaucoup sur notre place, sur notre construction en fait, et notre observation devenue pleinement participante, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ravis d'intervenir ici. Merci. Merci beaucoup Antoine. Mégis, c'est effectivement cette place et la visualisation de cette place a quand même été vécue également à l'Institut comme une victoire et le besoin que ça puisse se pérenniser. On n'a pas pris de photos dans la salle du banc, ouais. On n'a pas osé. Non, quand même. Bon, mais il y a beaucoup de... Enfin, la salle était toujours chargée quand même d'émotions jusque récemment. Et bon, voilà, il fallait la détruire, mais je pense que c'est un objet aussi qui restera fortement. Pauline Jarroux, donc là on rentre un petit peu dans le cœur du sujet, la place des victimes, l'impact des victimes sur le procès. Vous avez la parole. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je viens vous parler de ce rapport qui s'intitule « Les victimes au procès des attentats de janvier et novembre 2015 ». Un rapport qui a été écrit à l'hiver 2022-2023, soit à peu près 2 ans et demi après le début d'un financement de recherche, donc de l'IRDJ, complété d'ailleurs par un financement de l'Université de Rouen. Une recherche débutée donc en septembre 2020 avec l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 et qui s'est clôturée, en tout cas le terrain s'est clôturé à l'été 2022, officiellement, avec le verdict du procès des attentats de novembre 2015. Le procès des attentats de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui s'est lui tenu entre septembre et décembre 2022, ne faisait officiellement pas partie de la commande, même si un certain nombre de membres de l'équipe de recherche l'ont suivi donc, de bout en bout. Cette recherche était donc centrée sur la question de la place et du rôle des victimes dans ces procès, avec l'idée que, en fait, jusqu'ici, le contentieux du terrorisme dit djihadiste n'avait concerné qu'un nombre réduit de victimes physiques présentes sur le territoire français, en dehors donc, des attentats de Mohamed Merah en 2012. La question était donc de savoir quelle place la justice antiterroriste allait-elle faire à ces très nombreuses victimes. Je rappelle que pour janvier, elles étaient autour de 300, et autour de 2500 pour novembre, et pour le procès du 14 juillet 2016. Quelle place donc dans un contexte de revalorisation de la figure de la victime et des droits qui lui sont attachés, non pas seulement dans la sphère judiciaire, mais aussi plus largement à l'échelle de la société globale. En quoi ces très nombreuses victimes allaient-elles travailler l'audience pénale, dont le but est d'abord de juger les accusés? Comment les victimes elles-mêmes allaient-elles investir ces procès? Qu'allait-elle y faire? Qu'allait-elle y dire? En somme, interroger ce que le procès fait aux victimes et ce que les victimes font au procès. Ce rapport sur les victimes, je le dis rapidement, mais c'est important, est collectif, on l'a compris avec ce que nous a dit Antoine, avec une dizaine de chapitres qui portent sur des aspects différents de ces rapports des victimes au procès, qui ont été écrits par des chercheurs inscrits également dans des disciplines différentes. C'est un aspect kaléidoscopique que nous avons assumé pour rendre compte de la grande diversité des logiques qui travaillent ces questions, mais aussi de la diversité des points de vue que l'on peut adopter pour les traiter. Cet aspect kaléidoscopique disparaît aujourd'hui avec la structure en 2 temps que j'ai adoptée pour présenter le rapport, qui évidemment tend à écraser les nuances et les complexités, mais qui a l'avantage de la clarté et de la synthèse, parce que c'est ce qu'on nous demande. Un point rapide sur la méthodologie. Tous les chercheurs et les chercheuses de ce collectif donc, ont observé de manière systématique les audiences, avec prise en note des verbatims. Plus d'une cinquantaine d'entretiens ont été réalisés avec des parties civiles des 2 procès, janvier et novembre 2015. D'autres entretiens ont été réalisés avec d'autres acteurs, mais disons, je me centre ici sur ceux qui ont été réalisés avec les parties civiles.
2 questionnaires, un court et un long, ont été diffusés auprès des victimes et personnes affectées par les attentats de novembre 2015, auxquels ont répondu environ 160 parties civiles. Et je le précise ici, tous ces matériaux-là n'ont pas tous été systématiquement dépouillés, faute de temps et de moyens, mais c'est sans doute l'un des prolongements de ces projets, hein, que de continuer à travailler sur la grande masse de ces matériaux que nous avons produits. Alors d'abord, donc, le premier volet, ce que le procès fait aux victimes, avec un premier constat, une minorité de victimes se sont rendues, même occasionnellement, au procès. Les différentes voies de suivi des audiences sont en effet moins alternatives que cumulatives, c'est-à-dire que les personnes qui étaient intéressées et engagées dans le suivi du procès tendaient à multiplier les voies d'information, se rendre physiquement à l'audience, écouter la voix de radio, consulter la presse, etc. Tandis que les parties civiles qui étaient absentes ou peu fréquentes au procès tendaient à reproduire des mêmes pratiques de mise à distance avec les autres canaux d'information. Au-delà des aspects pratiques et logistiques, c'est-à-dire le fait de ne pas résider à Paris, le fait d'avoir une activité professionnelle, etc., de nombreuses victimes nous ont aussi parlé de la crainte des effets du procès sur leur santé, notamment leur santé mentale, dans le fait de suivre ou même pas suivre les audiences. En revanche, les moments des témoignages ont été bien plus largement investis par les victimes parties civiles. Pour le procès des attentats de janvier 2015, pour lequel il était plus facile de procéder à des comptages manuels des victimes parties civiles présentes dans la salle, pour ce procès-ci, nous pourrions avancer qu'environ 2 fois plus de victimes parties civiles sont venues témoigner qu'elles ne se sont rendues même occasionnellement au procès. Les victimes, les objectifs assignés à leur témoignage par les victimes rendent compte des sens différents qu'elles leur prêtent et qui permettent en retour de mieux comprendre pourquoi ces témoignages ont été à ce point investis. En fonction de la position de victimes directes, donc physiquement présentes au moment des attentats, ou de victimes indirectes, c'est-à-dire victimes parce que l'un des proches a été blessé ou est décédé sur le lieu de l'attentat. Donc en fonction de cette position-là, les personnes déposant ont pu nous expliquer en entretien, ou à la barre, qu'elles témoignaient pour rendre compte des faits vécus et éclairer la cour, pour porter la parole d'un segment particulier de l'histoire, par exemple, je pense à telle personne qui se trouvait dans les toilettes du Bataclan et qui venait raconter ce qui s'était passé dans cet endroit spécifique. Ou par exemple, dans le cas de l'hypercachère, les victimes qui se trouvaient dans la chambre froide ou sous-sol et qui venaient porter la parole de ce petit groupe-là de victimes qui a passé de longues heures à attendre qu'Amélie Coulibaly soit délogée. Donc porter la parole d'un segment particulier de l'histoire, faire prendre conscience aux accusés des faits pour lesquels ils sont jugés, tourner la page, ou au contraire assumer finalement d'en faire partie, de faire partie de l'histoire, rappeler les souffrances vécues par les proches, les victimes par ricochet, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, victimes par ricochet, porter la parole des absents, bien sûr faire exister les morts à l'audience. Cette grande diversité des objectifs prêtés à la prise de parole rencontre des dimensions plurielles des procès. D'abord des dimensions intimes, les procès sont inscrits dans un horizon biographique, d'attente, d'éventuelles espérances. Des dimensions formelles et officielles, impliquant par exemple le devoir de rendre compte, d'éclairer la cour, rendre compte des faits. Revendiquer aussi sa reconnaissance de qualité de partie civile, de victime, j'y reviendrai ensuite dans la suite de mon exposé. Et puis des dimensions publiques, conduisant par exemple à exposer des souffrances additionnelles, on y reviendra aussi, faire part de la grandeur d'un proche décédé, des dimensions qui sont peut-être redoublées là par le poids symbolique d'un procès qui est qualifié d'historique, filmé pour l'histoire. Un autre point, donc malgré la très grande diversité des profils de ces victimes, encore une fois, sur des centaines voire des milliers, les procès ont pour autant contribué à produire une figure homogène de la victime du terrorisme. Une figure dotée d'attributs particuliers comme la résilience, la valorisation de l'état de droit, mais aussi, surtout, le traumatisme. Cette figure homogène s'est construite par le jeu des interactions avec la cour et les avocats, l'intervention d'experts, psychologues, psychiatres, neuropsychiatres, l'insistance des témoignages sur les conséquences psychologiques des attentats, mais aussi par le travail des associations de victimes et des avocats pour cadrer, voire encadrer les prises de parole. Le langage du traumatisme, qui a placé la souffrance, notamment la souffrance psychologique, au cœur de la condition de victime du terrorisme, a contribué, en tout cas c'est l'une de nos hypothèses, a contribué à dépolitiser les prises de parole et à cadrer les témoignages sur les parcours individuels post-attentat.
Cela aurait eu pour effet, c'est aussi l'une de nos hypothèses, de décourager les prises de parole de celles et ceux qui s'y retrouvent moins dans ce langage du traumatisme, ou qui se sentent moins autorisés que d'autres à parler de ce qui leur est arrivé. Par exemple, certains de nos enquêtés en entretien, parmi les victimes directes et indirectes des attentats de novembre 2015, nous expliquaient qu'ils n'avaient pas témoigné parce qu'ils se sentaient moins affectés que les autres, ils se présentaient comme allant relativement bien, et en fait ils avaient l'impression que la prise de parole à l'audience était réservée à celles et ceux qui n'arrivaient pas à tourner la page ou qui étaient encore trop affectés. Cette centralité du langage du traumatisme est peut-être l'un des motifs qui explique que les victimes directes soient plus promptes à prendre la parole que les victimes indirectes, qui sont elles-mêmes plus nombreuses à prendre la parole pour un proche décédé que pour un proche blessé. Par ailleurs, l'idée que la souffrance légitime la prise de parole et constitue donc le cœur de la condition de victime a aussi nourri des incompréhensions de la part des victimes non reconnues parties civiles au moment des procès. Je pense notamment à celle de la rue du Corvillon, en fait, les victimes qui ont vécu l'assaut le 18 novembre à Saint-Denis, qui ont insisté à l'audience sur l'équivalence de leur traumatisme. Ce hiatus entre légitimité à parler et légitimité à la reconnaissance institutionnelle nourrit un trouble, non seulement chez les victimes, mais aussi chez les professionnels du droit. Et cela rappelle que ces procès sont aussi des lieux qui divisent et qui séparent les victimes elles-mêmes, entre les victimes reconnues et non reconnues, une distinction qui finit par être vécue comme une séparation entre victimes légitimes et illégitimes, entre bonnes et mauvaises victimes, et finalement entre victimes et non victimes. Cette question de la recevabilité des constitutions de partie civile ouvre quelques pistes d'analyse pour l'étude de ce que les victimes font au procès à la justice. D'abord, et malgré la déconnexion des enjeux indemnitaires avec le procès pénal en matière de terrorisme, le procès est fortement investi par les victimes à travers la constitution de partie civile, qui a fini par devenir un mode privilégié d'accès à la reconnaissance du statut de victime face à une voie pénale une voie civile plus restrictive. On peut par exemple citer, ça me fait penser à l'idée que le fait d'avoir clôturé ou non son dossier avec le fonds garanti a des effets sur la prise de parole. Ça, c'est un des résultats de notre questionnaire, c'est le fait que les victimes qui avaient clôturé leur dossier auprès du fonds garanti ont moins témoigné que les victimes qui n'avaient pas clôturé leur dossier. Les questions de recevabilité des constitutions de partie civile ont constitué de véritables enjeux de ces procès, singulièrement ceux des attentats de novembre 2015 et du 14 juillet 2016 à Nice, en ajoutant aux seuls aspects juridiques des questions morales liées à la juste reconnaissance des souffrances engendrées par l'action terroriste. Ces enjeux ont non seulement travaillé les audiences, mais aussi le droit lui-même. Par exemple, face aux pratiques judiciaires et administratives antérieures, les proches des victimes non décédées ont été soutenus dans leur démarche de constitution de partie civile par différents arrêts des cours d'assises qui ont jugé les attentats de janvier et novembre 2015. De la même manière, les constitutions des primo-intervenants ont été jugées recevables à la condition que leur intervention ait été concomitante au crime jugé. Par ailleurs, au regard des caractéristiques des attentats de novembre 2015 et du 14 mai 2016, qui se sont donc déroulés en milieu dit ouvert, les arrêts de février 2022, rendus par la Cour de cassation, ont travaillé à assouplir le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice. De la même manière, on peut penser aux dispositifs indemnitaires de fonds de garantie qui ont eux aussi été élargis, en intégrant par exemple depuis 2017 de nouveaux postes d'indemnisation. Mais dans le rapport, on montre que ces transformations demeurent inachevées, en suivant des logiques paradoxales à la fois d'inclusion et d'exclusion. Bon, plus largement, les parcours des victimes à la suite des attentats rendent compte d'une grande hétérogénéité et d'inégalité dans les modes de prise en charge et d'encadrement socio-judiciaire. De nombreux témoignages ont dénoncé à l'audience ce qu'on a appelé des torts additionnels, portant sur les modalités d'accompagnement socio-judiciaire du post-attentat, sur la prise en charge immédiatement après les faits des atteintes physiques et psychologiques. On pense par exemple à la centralité des reproches adressés à l'Institut médico-légal, au procès des attentats de Nice, aux critiques régulières adressées au fonds de garantie. Ces propos s'éloignent du contenu qui était attendu des témoignages et ces propos ont pu faire l'objet de tentatives d'encadrement par les présidents des cours. Néanmoins, ces critiques, ces torts additionnels témoignent des souffrances supplémentaires qui ont été vécues par les victimes, à l'origine parfois de formes de retraumatisation,
Et de ce fait, il rend compte de la compréhension élargie de ce qui fait la condition de victime du terrorisme, c'est-à-dire non pas seulement l'attentat, mais aussi ses suites, et notamment la confrontation avec une grande diversité d'institutions, de dispositifs, de prise en charge, de réparation, etc. Et donc le moment des témoignages a été saisi par certaines de ces victimes parties civiles pour dénoncer et d'une certaine manière rendre public ces autres attentes. Un dernier point bien sûr sur le statut particulier de ces victimes, statut particulier lié à l'exceptionnalité des crimes auxquels elles ont été confrontées, l'exceptionnalité des souffrances qui leur sont alors reconnues, ainsi qu'à leur grand nombre, qui fondent l'exceptionnalité des moyens mis à disposition par l'institution judiciaire pour organiser donc ces grands procès. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les enjeux ont été de nature architecturale, technique, logistique, ont nécessité des investissements considérables, des innovations comme la web radio. Ces problématiques matérielles se sont doublées d'une attention accrue à la santé, notamment la santé mentale des victimes, imposant notamment la présence de psychologues et d'accompagnants tout au long des procès. Le statut particulier accordé à ces victimes s'est aussi traduit au niveau de la gestion même de l'audience par la décision d'accorder à toutes et à tous le droit à la parole, conduisant notamment dans le cadre du procès de l'attentat de novembre 2015 à rallonger substantiellement le temps dédié au témoignage et donc la durée du procès. Des innovations procédurales et dans les pratiques ont aussi vu le jour. On pense notamment à l'inversion du tour de parole entre parquet et partie civile au procès de l'attentat de novembre 2015, aux plaidoiries collectives des avocats de partie civile. Et donc, en un sens, c'est au développement d'une justice pénale antiterroriste dans ses dimensions plus restauratives que nous avons assisté. C'est une inflexion qui a travaillé les professionnels du droit, donc qui ont plusieurs fois rappelé que ces procès avaient constitué des épreuves, mais aussi les accusés dont on attend désormais, dont on attend plus, qu'ils sachent répondre aux enjeux symboliques de ces procès historiques. Bien sûr, les chapitres du rapport développent d'autres aspects que je n'ai pas du tout abordés ici, et plus largement, ces premiers résultats n'épuisent pas du tout le sujet, mais ouvrent au contraire de nombreuses pistes pour continuer de travailler ces questions. Plusieurs membres de notre collectif de recherche continuent d'interroger les mutations de la justice face au terrorisme, en France mais aussi à l'étranger. Et les victimes ont, on l'aura compris, toute leur place dans ces travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pauline Jarroux. Une recherche extrêmement importante. Je vous rappelle que la recherche est publiée et les chercheurs, sous notre forte pression, ont fait un effort de synthèse également à côté de leur rapport et qui est extrêmement riche puisque tout ne peut pas être évoqué. Et donc la deuxième recherche, même si les équipes étaient très proches, a été conduite sous la direction de Pascal Pas et Denis Sagras. Et donc a plus visé, et Denis, c'est ce que tu vas aborder en premier, ce que tu as appelé le champ et le hors-champ du procès, et donc les autres aspects de ce procès. Merci Valérie. Oui, l'idée c'était quand même au départ d'avoir une approche. Merci. Une approche du procès qu'on appelait ethnographique. C'est-à-dire une approche de... Pourtant la salle est petite, mais on m'entend. Surtout pour les gens là-bas. Il y a une dizaine de personnes à distance. Donc pour une approche ethnographique qui permettait effectivement d'être en situation dans les salles d'audience pour observer ce qui se passait concrètement. À titre personnel, j'étais tout à fait intéressé parce que ayant été juge en fonction pendant pas mal de temps, je me retrouvais en position d'observateur. Et du coup, on voit bien, si vous voulez, les deux communautés face à face. La communauté des juges ou du parquet à distance, dans leur couloir, comme ils le disent souvent, d'un côté, et puis de l'autre côté, en face, une toute autre communauté avec des chercheurs, avec des parties civiles essentiellement, notamment pour le procès du 13 novembre, et avec des journalistes et des avocats. Et cette communauté-là était extrêmement proche. Pendant l'audience, les uns étaient à côté des autres,
dans les pauses à la machine à café aussi, et puis après dans les intervalles et aux deux palais qui jouxtent. Donc, important de noter que ces communautés n'ont pas du tout les mêmes perceptions du procès, et qu'en parallèle, ce que fait le tribunal était commenté par cette deuxième communauté qui était en face d'elle et qui pouvait effectivement avoir son jugement propre en tant que tel. Alors, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit dans le résumé, je vais prendre trois moments, trois réflexions. La première, qui rejoint le découpage que j'avais proposé, c'est, et on n'en a pas trop parlé, mais je voulais y insister, c'est la dimension démocratique de ces grands procès. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du gigantisme, on a beaucoup parlé de la durée, on a beaucoup parlé des parties civiles et de leur nombre, mais ce procès-là, en particulier, a été un moment où le travail de la justice a rendu compte de son activité auprès du public, et y compris, alors moi ça m'est apparu énormément lors du procès Mera, si on se souvient, parce qu'à ce moment-là, on a eu une divergence de point de vue du renseignement entre la SDAT et la DGSI, et le renseignement territorial et le renseignement national, et ce travail secret pour le public a été complètement exposé à l'audience, et on a pu voir l'État profond se livrer en quelque sorte devant le public et s'exposer à des questionnements permanents de la part du parquet, de la part des parties civiles et de la part de la défense. Donc l'État, dans son activité secrète, questionné publiquement à l'audience, c'était un moment fort qui s'est poursuivi lors du 13 novembre avec la confrontation entre François Hollande, Bernard Cazeneuve, Christian Estrosi pour le procès de Nice, et puis le parquet lui-même, à travers François Molins, qui a été fortement questionné. Donc l'État questionné, contrôlé en quelque sorte, publiquement, par le biais des avocats de son activité, et devant effectivement s'expliquer sur les trous dans la raquette, on dit souvent, dans ce procès. J'insiste sur le ministère public parce que le ministère public a eu à la fois un rôle d'accusation dans le procès, avec une thèse très, très forte affirmée lors du procès du 13 novembre, mais en même temps, à travers François Molins, était aussi mis en question et mis sur la sellette au cours du procès. Et cette dualité d'un ministère public à la fois accusateur et mis en question dans l'audience, et ô combien, m'a paru extrêmement aussi significatif de cette ambivalence en quelque sorte entre les deux points de vue. Voilà, ce moment démocratique où le procès pénal rend compte quand même de l'activité de l'État dans la lutte contre le terrorisme m'a paru un point important que je voulais souligner. Je voulais dire un mot de la défense. On a vu, pour ceux qui l'ont vu hier, la défense de rupture à travers Jacques Vergès, et on a vu là une toute autre défense. Je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, une défense, Jean Danet l'appelle une défense pénale critique, on peut le dire comme ça. Mais j'ai trouvé, nous on a vraiment approfondi cela avec les avocats de la défense, et notamment quand on a fait ce bilan à Limoges avec Pascal Plat, et on voyait une défense, du coup, moi étant magistrat, je n'avais pas une vision assez précise, là j'ai vraiment mesuré, et un avocat notamment nous a dit, moi mon rôle, c'est de construire un pont entre le monde de l'accusé et le monde de la cour. Et ce travail-là, qui ne se voit pas forcément à l'audience, est un travail de l'ombre, qui se fait dans les parcours en prison, dans les rencontres, parfois plusieurs années, pour tenter d'amener l'accusé à proposer à la cour un récit qui pourra être perçu comme sincère et cohérent, et qui pourra recueillir l'adhésion de la cour. Et c'était le cas dans plusieurs séquences du procès, où entre celui qu'il était au moment des faits et celui qu'il est devenu au moment de l'audience, eh bien, l'avocat joue un rôle décisif dans ce parcours
pour que nous puissions juger aussi l'état d'une personnalité au-delà d'un acte seulement. Je donne une citation. Quand il a été interrogé, dit cet avocat, j'étais debout devant lui tout le temps, comme pour marquer le fait que nous continuions à cheminer ensemble. On voit bien là le travail de l'avocat et de la défense qui m'est apparu au-delà du... Parce qu'il fallait vraiment se distancier. Je ne plaide pas pour un homme, je ne plaide pas pour l'histoire, parce que c'était le procès pour l'histoire, je plaide pour un homme, et l'avocat a pu effectivement se prévaloir de cette proximité en permanence. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, la dimension mémorielle. C'est une autre particularité de ces procès hors normes. On a beaucoup, Martin Stimbaoui, qui est en face de moi, pourra parler peut-être à la discussion de l'enregistrement audiovisuel pour l'histoire, loi Badinter. Mais on voit que cette dimension historique, cette dimension mémorielle, était habitée littéralement l'audience. Et vous le voyez tout de suite, dans un acte qui est anodin du point de vue procédural, qui est la lecture de la prévention. La lecture de la prévention, c'est la liste des noms des victimes, qui est longue, et la liste aussi des âges des victimes, qui a été très forte émotionnellement, notamment au procès des attentats de Nice. Il y a eu beaucoup d'enfants victimes. Et ce moment-là, qui est un moment anodin procéduralement, est devenu un moment chargé émotionnellement, et je dirais mémoriellement, si je peux dire, d'histoire, dans la perception que pouvaient en avoir les parties civiles, et je dirais nous tous, au cours du procès. Et on a fait avec Virginie Sansico notamment une étude avec un regard historique du procès. On s'est aperçu très très vite que tous les paramètres de la guerre et du traumatisme de guerre étaient présents au cours du procès, avec ce mot qui revenait tout le temps, c'était une scène de guerre. C'était une scène de guerre, ça rappelait effectivement tout le référentiel qu'on appelle de la Shoah, ça rappelait aussi toute la question du stress post-traumatique qui était omniprésent au cours de cette audience. Donc la dimension mémorielle était présente par le fait que c'était enregistré, évidemment, et qu'il y avait cette dimension-là, mais aussi par le contenu même du procès qui était habité par cette dimension. Et puis la dimension restaurative, qui me semble, qui a été... Alors, c'est paradoxal, parce que vous avez un procès qui engage la sécurité de l'État, qui est, pas d'exception, enfin, avec une dimension d'exception, qui est hyper sécurisé. On voit le nombre de contrôles qu'il y avait à l'entrée, pendant, les surveillants, enfin, c'était hallucinant. Et pourtant, la société civile représentée par les victimes a imposé une lecture restaurative, au moins par moment, dans le contenu même de l'audience. Le moment où ça a été le plus fort en avant, on n'a pas pu y assister, mais Francine Tara l'a présidé, c'est le procès de Saint-Étienne-du-Rouvray, où là, la rencontre entre les parties civiles, d'une part, les accusés, les avocats, s'est fait sous l'égide du pardon, pas d'autre mot. Les victimes étaient catholiques, il y avait des avocats qui étaient de la même confession, enfin, il y avait un climat qui s'est créé dans lequel les accusés sont rentrés progressivement, c'est l'enjeu de certaines chroniques qui ont été faites, et la peine s'en est ressentie au bout du compte. Donc les juges l'ont entendu aussi, cette dimension restaurative, cette rencontre finalement inattendue entre accusés, partie civile, avocats, avec une dimension très, très forte. J'ajoute que cette dimension-là, on l'a vu à plusieurs reprises au procès du 13 novembre, avec notamment la relation entre Georges Saline et Samuel Limour, qui n'étaient plus dans le rôle des parties civiles, mais qui étaient deux pères, un père d'une victime et un père d'un accusé, qui ont pu effectivement engager un dialogue avant l'audience et qui l'ont poursuivi après. Et je sais que Georges Saline actuellement voit des accusés en détention et qui s'est poursuivi aussi
en Belgique. On a eu la chance d'avoir, avec Christian Beignet et Anne Vivkens, de suivre quelques audiences en Belgique avec les mêmes accusés pour des faits différents, c'était les attentats de l'aéroport de Zaventem. Et on a vu à ce moment-là que le cheminement de ces accusés vers une reconnaissance des faits a été extrêmement fort et qui était sans doute dû, à notre avis, à la rencontre avec les victimes et qui ont pu effectivement là créer reproduire en quelque sorte cette rencontre sous l'égide d'une présidente, Laurence Massard, qui était absolument remarquable dans cette audience. Donc on a eu là quelque chose de très fort, la dimension restaurative qui est apparue, et puis lors du procès de Belgique, cette citation sur laquelle je termine, parce qu'en Belgique, il y a eu, à la suite de cela, des associations qui sont créées, retissons les liens médians qui ont nourri cette relation accusé-victime, et un accusé qui était le même qu'on avait vu au procès du 13 novembre, a dit la chose suivante. Je termine cette citation parce que je pense qu'il faut aussi être respectueux des verbatims. Ici, j'ai vu ce que j'ai toujours refusé de voir, l'impact sur les victimes et leurs familles. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de responsabilité. Quand je vois cela, je ne me trouve pas d'excuses. Donc voilà le travail de repentir, comme dirait Jean Kelevitch, se repentir de l'accusé qui, grâce au contact avec la victime, a pu faire un chemin. On ne sait pas ce que ça donnera, mais qui en tout cas a été enclenché par le procès, celui de Bruxelles et celui de Paris. Merci. Merci Denis. Effectivement, cette citation est très forte et met en valeur dans le rapport et dans sa synthèse. Est-ce que Pascal Plat est bien en ligne avec nous? Bien. On va attendre un tout petit peu. Donc Pascal Plat qui était, voilà. Pascal Plat, donc je rappelle, directeur de l'Institut international de recherche sur la conflictualité et membre de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques de l'Université de Limoges. Merci d'avoir réussi à vous libérer là, entre deux. Je vous donne immédiatement la parole pour 15 minutes. Donc vos trois co-chercheurs se sont déjà exprimés. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Merci Madame la Présidente, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Merci, oui, je vous présente le son d'excuse. Est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu plus proche de votre micro, sinon on va monter le son. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser, effectivement, je suis en déplacement et je vous parle depuis Genève, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce que j'ai bien compris que le temps était court et que l'on était en fin de séance. Aller à l'essentiel, ça veut dire que je vais présenter 5 ou 6 remarques sur une partie non négligeable de ces travaux, qui était celle de la réception des procès dans l'espace public. Alors peut-être définir ce qu'a été pour nous l'espace public. Il s'est agi d'étudier les médias dans leurs différentes formes, alors je dirais classiques, la presse, papier, les revues, etc., mais aussi et surtout sur le net, tout ce qui concernait un certain nombre de sites d'accès à l'information et aussi le monde de la twittosphère, pour aller vite, où l'on pratique une information en continu qui était accessible par les téléphones. Et c'était important de voir que cette information était répercutée à l'infini sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi accordé une importance à quelque chose de beaucoup plus classique, qui est la relation des procès par des chroniques judiciaires. Alors je dirais l'étendue des genres littéraires à part entière, qui relèvent bien de la tradition juridique française. On comprend des essais, des fictions, des récits qui ont été faits à l'issue des audiences. Nous n'avons pas négligé non plus la représentation graphique des procès, dessinateurs et dessins, point important dans la mesure où ce sont les seules images de l'audience qui étaient mises à la disposition du public.
Et par ailleurs, il est peut-être utile de rappeler que les dessinateurs ont toujours occupé une place singulière dans le rituel du procès pénal. Et plus encore dans ce procès-là, où en amont, il avait été beaucoup question, vous vous en souvenez, de liberté de dessiner, revendiquée par les survivants et les familles des morts du journal Charlie Hebdo devant la cour d'assises. Je terminerai, si on a encore un tout petit peu de temps, par une incursion dans les effets de la mise en ligne d'images du procès, en prenant le cas espagnol, puisque c'est le seul que l'on a qui permette de se rendre compte un petit peu du phénomène. Le procès à Atocha a été filmé puis découpé en petits morceaux, enfin les films ont été découpés en petits morceaux, mis ensuite sur YouTube. Et il était intéressant d'essayer d'estimer la manière dont ces images avaient été reçues, débat qui était important pour nous, puisque dans le modèle français, il n'existe pas de mise à disposition générale des images. J'ajouterai dans cette modeste introduction qu'il était important de s'intéresser aux médias parce qu'il y avait en France beaucoup de craintes sur l'hypermédiatisation des procès. D'une part, on ne savait pas trop quelle serait l'attitude de la presse, quelle place la presse donnerait au procès dans le cadre d'une problématique qui avait été la sienne précédemment, qui était liée à la multiplication des attentats en Europe et qui avait conduit les médias à s'interroger sur leur pratique, notamment le rapport à l'immédiateté du traitement de l'information. La médiatisation des procès inquiétait aussi au fond parce que la justice était mise sous le feu d'une telle armada de projecteurs et les enjeux étaient toujours présentés comme étant considérables que beaucoup se demandaient ce qui allait en sortir exactement. C'est-à-dire au fond, que serait-il retenu de la justice en tant que telle dans ce qui était pour elle considéré, on peut le dire comme ça, comme une sorte d'épreuve. Cette hypermédiatisation, en outre, interrogeait dans la mesure où l'on se demandait si elle pouvait affecter le processus judiciaire lui-même, dans la mesure où les médias allaient pendant des mois servir de pont entre la salle d'audience et l'opinion publique et faire raisonner, si on peut trouver un mot, la justice dans toute la société. Et cette résonance était quand même assez redoutée. Que comprendrait par exemple le public de la réalité judiciaire? Voilà ce qu'était en gros la problématique et je vais vous donner maintenant ce qui en résulte. Alors avec un avertissement, ce sont des remarques très générales à l'issue de l'analyse de milliers de données. Donc je n'entrerai pas dans les nuances, mais bien entendu, vous le savez, lorsqu'on entre dans les cas particuliers, on peut trouver une inversion de la généralité. Alors, de tout cela, au final, pour ce qui est des médias, on peut retenir, je crois, 4 points qui semblent importants, 4 points qui ne sont qu'un choix parmi d'autres éléments. Ce qui d'emblée a été considéré et chroniqué à l'infini par les médias, c'est l'extraordinarité du procès. Celle-ci se décline de différentes façons. Il y a eu énormément de focus sur le lieu, ou les lieux, dans le palais de justice, le nouveau tribunal, mais surtout ensuite la cour d'appel et la fameuse salle d'audience, dès lors qu'il y avait cette construction nouvelle. Beaucoup d'attention aux chiffres, la démesure des nombres, je cite, c'est pas moi qui le dis, les parties civiles, les avocats, les journalistes, la durée des procès. Extraordinaire aussi le filmage qui a été beaucoup commenté et qui a conduit au développement de ce concept de procès historique sur lequel nous reviendrons peut-être. Et puis, en dernier lieu, peut-être ce qui paraissait aussi extraordinaire, des images seraient-elles projetées, notamment le suivi en direct des attaques terroristes, dont certains extraits seront d'ailleurs diffusés à l'audience. Tout cela, donc, se déclinait sous ce fameux concept de procès hors norme, procès extraordinaire, mais hors norme revient beaucoup plus souvent. Je ne vous donne pas tous les items, vous trouverez tous les chiffres dans les tableaux, les courbes, les graphiques que nous avons voulu laisser dans le rapport, et je vous en remercie parce que c'était toute une partie des annexes qui était importante, qu'il est difficile de décrire ici. Donc vous vous reporterez à tout cet ensemble qui est quand même assez important. Quid des acteurs?
C'est ma deuxième petite remarque. Oui, les acteurs, il y a un focus très important, vous vous en doutez, sur les victimes. Beaucoup moins sur les gens de justice, même si un certain nombre de portraits ou de remarques ont été faites, et lorsqu'on essaye de les quantifier, cela concernait avant tout les présidents, les avocats et un expert qui a eu son heure de gloire, c'est Daniel Zaguri, qui apparaît dans quantité d'articles. Si l'on étend la focale avec le net, alors je rappellerai peut-être, c'est pas inutile de le dire et de remercier nos partenaires. Nous avons pu constituer un consortium de recherche avec l'INA, la BNF, les archives nationales, ce qui nous a permis un moissonnage considérable de tweets. Très exactement, 3 644 000 tweets ont pu être récoltés et 4106 sites analysés que nous avions délimités auparavant. 3/4 des comptes sont des comptes français, 1/4 étaient des comptes étrangers. De cela, on peut rajouter au point, alors, qui bien entendu se retrouve dans l'analyse du net, des points que je viens de décrire précédemment, on peut rajouter 4 autres, peut-être, ou 5 points majeurs. Le premier, c'est qu'on a fait un ratio assez mathématique, je dirais, 3/4, 1/4, dans le traitement de ce qui est les procès et dans le traitement du fait matriciel à travers les procès. Autrement dit, 3/4 des interventions concernent le fait matriciel sur les attentats. Et 1/4 seulement se ramène au procès proprement dit. Autrement dit, vous l'aurez compris, on parle avant tout de l'avant. Et lorsqu'on arrive au procès, on parle un peu du procès, mais c'est bien souvent pour revenir à l'avant, c'est-à-dire les attentats eux-mêmes. Deuxième point, les procès en tant que moment judiciaire, en tant que process judiciaire, sont assez peu mis en avant. Ils sont lus en fait à l'aune d'un questionnement qui est beaucoup plus général sur la liberté d'expression éditoriale, sur le blasphème, sur la religion, les pratiques religieuses, etc. Très très peu sur le droit processuel. Très très peu. Si l'on prend par exemple Wikipédia, c'est intéressant de peigner Wikipédia parce que c'est toujours Wikipédia qui arrive en tête même quand on rentre au procès du terrorisme. On s'aperçoit qu'il y a eu deux pages qui ont été créées pour 2 procès, les 2 premiers, aucune page pour le procès de Nice, et ces pages en réalité ne traitent pas véritablement, même les mêmes on en est loin, de droit processuel, elles ne font que reprendre des commentaires de presse. Donc il faut bien le dire, une attention très limitée pour le procès lui-même en tant que machine judiciaire, très peu d'appétence pour le droit sur le net, voire une certaine méfiance. Et quant aux questions de procédure, elles n'apparaissent pratiquement jamais traitées. C'est vraiment l'attentat lui-même qui réémerge sans arrêt derrière les questions de procès qui peuvent être mis en avant. Alors ce point est quand même très important, eu égard aux craintes que suscitaient les enjeux de ce point, tels que je les ai décrits avant. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a eu assez peu d'intérêt pour ce moment judiciaire, sauf lorsqu'il y avait une exceptionnalité, l'arrivée d'un témoin particulier ou d'un expert particulier, ou d'une victime particulière. Le troisième point qui ressort assez clairement, c'est qu'il y a très peu d'utilisation des sources officielles, et ça va de pair avec ce que je disais précédemment, les sources officielles, les documents de communication qui ont été mis en ligne par le ministère de la Justice et qui, eux, étaient beaucoup plus judiciarisés. Elles ont été très peu exploitées sur les réseaux sociaux ou sur les sites, qui tous ont utilisé ce que j'appellerais des sources secondes. En réalité, c'est la presse infiniment utilisée. Alors, on se répète à l'infini, sans aller chercher forcément à la source, ce qui est important. Et je crois que c'est utile de le dire comme ça, y compris pour le ministère de la Justice et pour ses communicants. Il y a un intérêt, à mon avis, enfin c'est une préconisation, à ce qu'ils utilisent beaucoup mieux les réseaux sociaux et à ce qu'ils s'y impliquent véritablement s'ils veulent faire passer un certain nombre de messages proprement juridiques.
Le quatrième point concernerait la temporalité des procès. La temporalité des procès n'est pas du tout celle des médias. En réalité, on observe des pics de trafic au moment de l'ouverture des audiences, au moment des témoignages, de l'arrivée des témoins, et même de certains témoins, on pouvait les hiérarchiser, nous l'avons fait dans certains tableaux, et très peu, par exemple, ce qui nous a un petit peu étonné au moment du prononcé des sanctions. Hein. Donc, autrement dit, les temps forts, c'est vraiment le début du procès. Ça dépasse à frange, c'est bizarre que ça puisse paraître, et c'est vraiment la partie témoignage. Vous dit autrement, hein, si vous voulez, la justice n'apparaît qu'en transparence, l'important reste vraiment le moment émotionnel. Monsieur Plat, je vous remercie de bien vouloir terminer en 3 minutes, c'est possible? Oui, je vais terminer en 3 minutes. Mais oui, parce que je n'ai plus que 2 remarques. L'autre remarque que l'on peut faire, c'est le traitement inégal des attentats. Il y a eu un trafic maximum au moment du procès de novembre 2015, très détaillé, très commenté. L'attentat de janvier 2015 a eu 2 fois moins de trafic, et quant à Nice, il y a une absence de Nice, 5 fois moins de commentaires, alors que la date avait quand même un caractère symbolique, il y avait un nombre de victimes important, dont de nombreux enfants, donc on pourra s'interroger là-dessus, il y a déjà des réponses. Hein. Sur le Bataclan notamment, on voit que le public qui était sur le net constituait un groupe à l'image de la France qui avait été victime au Bataclan. Si l'on concerne la mise en récit des procès, eh bien, cela va dans le même sens. Nous avons analysé une fiction, un essai, un témoignage. La fiction a permis d'aller un tout petit peu plus loin. Il s'agit du travail de Karine Tuile, qui a permis de mettre une focus un peu romanesque sur le dilemme des juges, entre sécurité ou réinsertion. L'essai s'est étendu finalement sur les liens victimaires, au sens le plus large, les rapports entre les victimes, les rapports entre les vivants et les morts. Quant au témoignage, c'était celui d'Emmanuel Carrère sur le procès. Il s'agit, au fond, mais je vais reprendre sa propre expression, d'essayer de dégager une vérité, non pas de l'audience, mais bien en marge de l'audience. Et je terminerai par Atocha. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'Atocha, du procès d'Atocha, c'est le procès qui se tient en Espagne du 15 février 2007, 3 ans après les attentats de la gare d'Atocha. Il y a eu ce fait assez extraordinaire. Au fond, les images du procès ont été livrées à une association, l'association Ronzel, une association de victimes, et elle a décidé de les mettre sur le net en les découpant par petits morceaux. Alors nous avons vérifié les chiffres de consultation de ces vidéos, parce que ça correspondait en France à un fréquent débat. Que se passerait-il si on mettait des procès en attitude? Eh bien, je vais rassurer tout le monde, il y a eu une très très faible consultation de ces vidéos, et aucune des séquences ne semble avoir donné lieu à aucune utilisation, je dirais bienveillante ou malveillante. Et pourtant, ces images sont d'une accessibilité, c'est extrêmement facile, bien plus que la justice pénale internationale, qui met aussi beaucoup d'images sur le net, sur lesquelles je travaille, qui sont dures à atteindre. Alors, je terminerai là-dessus, peut-être sur une petite pirouette. Cyril Martin, qui a fait un film à partir de tout ce qui existe sur les images des procès en Espagne, qui a accordé un certain nombre d'interviews sur la façon dont il faisait son travail, a dit, au fond, vous savez, toutes les archives aujourd'hui sont à portée de quelques clics, quelles qu'elles soient, mais tout se valent. Belle réflexion sur la relativité des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être dans le temps qui nous reste, il y a peut-être des réactions, des questions du côté de la salle, même si on a soumis les chercheurs à un rythme infernal en voulant limiter leur temps de parole. Mais, vous pouvez vous reporter à leurs écrits. Est-ce que vous avez des réactions, des questions sur lesquelles vous voulez revenir ?
parce qu'on a un petit peu de difficulté à oser prendre la parole au début. Oui, Laurence Bégon, par contre, il va falloir... Alors, je t'approche. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Laurence Bégon, je travaille à la délégation interministérielle de l'aide aux victimes, je suis magistrate par ailleurs, et j'étais très intéressée par ce que vous avez dit sur la centralité du traumatisme dans l'audience des procès terroristes, et du coup ça me faisait penser à une réflexion qu'on partageait juste avant sur la question de la place des victimes endeuillées par rapport aux victimes blessées psychiques, et on voit bien la difficulté que certaines associations ont à réunir ces différentes personnes qui n'ont pas les mêmes vécus, pas les mêmes ressentis du tout, et qui parfois du coup conduit à des divisions d'associations en fait, où les collectifs se retrouvent plus dans des problématiques similaires. Et du coup, je voulais vous questionner sur justement la question de la centralité du traumatisme. On a l'impression que les endeuillés du coup se sentent moins reconnus d'une certaine façon et vivent les choses de façon assez douloureuse parfois. Voilà, je voulais vous demander ce que vous en pensiez, puisque vous avez beaucoup travaillé sur la question. Merci. Excusez-moi, avant que vous répondiez, je me permets juste de rappeler, parce que entre spécialistes, vous employez des termes qui paraissent tout à fait évidents. Donc, les victimes endeuillées sont celles qui ont perdu un proche, mais qui n'ont pas été sur les lieux ou directement touchés de cette manière-là. Je suis désolée, ça paraît évident, mais en fait, les premières fois qu'on entend ces expressions, c'est peut-être pas familier pour tout le monde. Oui, merci. Je vais répondre avec ce dont je dispose, c'est-à-dire sur cette question-là, pas grand-chose. D'abord, le langage du traumatisme est un langage extensible. Je me souviens, je crois, Antoine, tu me diras si je me trompe, qu'au procès de l'attentat de janvier 2015, une psychiatre était venue exposer toutes ces ramifications du traumatisme, jusqu'où il se loge, y compris chez des personnes endeuillées qui n'ont pas vécu l'attentat, mais qui ont vécu des heures d'attente, qui ont été confrontées de la même manière aux institutions, etc. Pour dire qu'en fait, ces personnes-là pouvaient tout à fait présenter ce qu'on appelle un traumatisme, en termes de psycho ou neuropsycho, c'est pas ma matière, mais voilà. Ce qui n'avait pas manqué d'interroger à l'époque le président et la Cour de manière générale sur l'extensibilité du traumatisme. Donc il me semble que d'un côté, disons, le langage psychologique conçoit parfaitement cette extensibilité du traumatisme. En revanche, dans la manière dont les victimes elles-mêmes se sentent, dans la manière dont elles sont accompagnées et les institutions auxquelles elles font face, il est probable que ça circule autrement. Et ce dont on s'était aperçu en travaillant sur ces procès, c'est bien qu'en fait, il y a constamment des discours venant réactiver l'importance de l'unité, les victimes, il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes, les souffrances, cela, etc. Et en fait, quand on creuse, les victimes sont traversées de part et d'autre par toutes ces distinctions-là, entre sites d'attentats, entre statut victime directe, victime indirecte, entre effectivement les personnes endeuillées, les personnes, les victimes indirectes de blessés proches, de blessés non décédés, etc. Donc voilà, la pirouette se loge dans le fait que ce langage du traumatisme-là permettrait complètement d'intégrer tout le monde en fait, sur une équivalence des souffrances, en tout cas une équivalence de la circulation du traumatisme, et en réalité, par des mécanismes complexes, par des mécanismes socio-complexes, les différences se rejouent et se réactivent au procès. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais en tout cas, comment dire, il n'y a pas de... C'est dans le jeu des interactions sociales que se jouent ces hiérarchies-là. Le langage du traumatisme, lui, permettrait en fait de réunir tout le monde. Et même ce dont on parle, ce fameux traumatisme vicariant qui toucherait, lui, les personnes qui sont très loin du vécu de l'attentat, qui n'ont même pas perdu de proches, etc., mais qui se trouvent simplement en contact de ces victimes-là. Mais en lumière justement toute l'extensibilité de cette catégorie psychiatrique. Juste un mot, Laurence.
pense, parce que il y a effectivement peut-être effectivement cette différence entre les deux traumatismes, des endeuillés et des victimes directes. Effectivement, il y a on a senti plus de revendications du côté des endeuillés vis-à-vis de l'IML, des expertises, de la confrontation avec le fonds de garantie. Mais je pense que le clivage n'est pas là. Le clivage est plutôt entre l'approche psychiatrique et l'approche juridique. C'est-à-dire que tu as d'un côté, effectivement, une vision du traumatisme qui peut être effectivement sans fin en tant que telle. Quelqu'un a dit mon corps est un puits de mémoire, donc la mémoire traumatique, elle se poursuit, elle se file du droit. Elle a sa logique de fondement. Par contre, le droit, lui, c'est pas sa logique à lui. La logique, c'est de fixer des limites. À un moment donné, c'est consolidé. À un moment donné, vous n'êtes pas dans le périmètre du danger. Donc le droit fixe des limites que la personne traumatisée a énormément de mal à reconnaître, parce qu'elle est dans un autre espace. Elle est dans cet espace du traumatisme individuel. Donc je pense que je situerais plutôt le clivage à ce niveau-là. Et si je peux me permettre de rebondir sur Pascal Plat, Pascal a évoqué tout à l'heure l'occultation du procès dans la mémoire collective, et ça rejoint ce que je viens de dire. Je ne suis pas persuadé que l'approche soit là pour la mémoire individuelle. Je pense que pour la mémoire individuelle, il y a eu un podcast à France Culture là-dessus, sur la web radio récemment passionnant, par un journaliste du Nouvel Obs. La mémoire individuelle, c'est la déposition à l'audience qui fait mémoire pour la victime et qui fait trace, en quelque sorte. Donc je trouve que là, la mémoire collective peut peut-être ne pas garder en tête le procès et privilégier l'attentat. Comme l'a dit Pascal, c'est la presse qui fait la loi de ce côté-là, mais la mémoire individuelle, elle, peut-être a beaucoup plus en tête la mémoire du procès et notamment le moment de la déposition. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Alors, par contre, il va falloir approcher du micro et vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre aussi à distance. Bonjour, merci pour votre présentation. Je m'appelle Isabelle Thalès, du journaliste. Je voulais savoir, vous parliez de la série documentaire sur le procès Barbie-Bouvier. Je voulais savoir dans quelles conditions et dans quel délai en fait, les images des procès pourront être utilisées pour le grand public notamment. Merci beaucoup. C'est un sujet majeur que la recherche aborde pas mal. Donc je vous laisse vous présenter et puis... Oui, donc Martine Sindima-Baru, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales. Donc effectivement, j'ai en charge la conservation de toutes les archives audiovisuelles de la justice qui ont été filmées depuis le procès de Klaus Barbie, effectivement, qui est actuellement visible sous la forme d'un documentaire en 3 parties. Elles suivront d'ailleurs le procès Touvier et Papon également en 3 parties. C'est évidemment actuellement, donc les procès tombent sous le coup du Code du patrimoine qui régit les modalités de son accès. Donc ce sont des archives qui ont un droit très spécifique par rapport au régime général des autres archives. Donc ces archives audiovisuelles ne seront librement communicables que dans 50 ans. En attendant, le statut vraiment historique de ces archives est vraiment pleinement reconnu, c'est-à-dire que quand un procès est terminé par une décision définitive, donc il n'y a plus de recours, le procès est librement consultable aux Archives nationales pour toute personne qui fait une recherche à finalité historique et scientifique. Donc on voit bien effectivement ce statut vraiment porté en majesté sur l'historicité de ces instances. Par contre, pour toute autre recherche ou pour une réutilisation, comme par exemple les documentaires que vous pouvez voir actuellement, il faut passer par une procédure judiciaire qui est le dépôt d'une requête auprès du premier président du tribunal judiciaire de Paris. Et il n'y a aucune exception. Et donc, après instruction, le président du TJ prend une ordonnance qui accorde tout ou partie, ou qui refuse l'accès à ces enregistrements. Et nous, ensuite, Archives nationales, nous mettons à disposition ces archives selon effectivement le niveau d'autorisation qui a été accordé.
Donc ça, effectivement, c'est pour des réutilisations. Mais par contre, pour les chercheurs, donc il y en a un certain nombre ici ou à distance qui ont pu déjà consulter voilà, ces archives du fait de leur modalité, hein, pas de leur statut, hein, des modalités de leur recherche. Pour la réutilisation à toute fin, ça peut être une réutilisation justement à fin de reportage, à fin de diffusion grand public, etc. C'est toute réutilisation, que ce soit pour une émission de télévision, pour un documentaire, pour une exposition, j'ai eu des demandes aussi pour la rédaction de bandes dessinées, par exemple, j'en ai deux. Voilà, il y a différents motifs, mais c'est vraiment toute réutilisation. Et est-ce qu'on voit apparaître des critères là, dans les décisions alors je ne sais pas combien il y a eu de décisions du premier président de la Cour d'appel là-dessus, mais est-ce qu'on voit apparaître des critères sur le caractère éducatif, la qualité du projet de réutilisation, parce que j'imagine que c'est ça un petit peu concret? Alors en fait, moi je ne vois pas la partie instruction de la part du tribunal judiciaire, hein, voilà, ça leur appartient. Par contre, je vois les ordonnances. Et on voit très clairement qu'il y a trois grandes catégories en fait, qui apparaissent. Il y a les procès qui sont dits vraiment pleinement historiques, donc procès Klaus-Barbie, procès Touvier, procès Papon, procès des 14 Chiliens qui étaient accusés de la disparition française de 4 franco-chiliens au Chili au moment du coup d'État. Donc là, ce sont des procès qui sont dits historiques et donc même si la demande de réutilisation doit être systématique, systématiquement, il y a un accord. Hein, donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de refus. Il y a eu comme ça un certain nombre de documentaires, dont ce qu'on peut voir actuellement, il y a eu des expositions, il y a eu la demande aussi du mémorial de la Shoah de disposer de ces enregistrements pour leur consultation dans leur propre salle de lecture. Ça a toujours été accordé. Il y a une deuxième catégorie qui sont nés avec l'enregistrement systématique de procès de crimes contre l'humanité, qui sont les procès du génocide des Tutsis au Rwanda. Et là, il vient d'y avoir une demande également sur le procès de Kunti Kamara, donc qui étaient des crimes contre l'humanité au Libéria, où il y a un refus systématique pour motif, effectivement, de procès dits de pleine activité, c'est-à-dire du fait d'appels qui sont encore en attente, du fait de victimes qui sont appelées à témoigner de procès en procès. Donc c'est vraiment la volonté de protéger les victimes et de ne pas les exposer plus qu'ils ne le sont déjà dans le cadre de ces procès qui de toute façon sont publics. Et puis la dernière catégorie, elle vient à des procès qui peuvent être de différents ordres. Alors il y a essentiellement les procès terroristes finalement qui ont été de ce type-là, mais pas que, il y a aussi un procès de crime contre l'humanité. C'est des procès où en fait les accusés sont absents. Et donc dans ce cas-là, effectivement, j'ai précisé tout à l'heure que pour que le procès puisse être consulté ou qu'une demande exceptionnelle puisse être formulée, il faut que l'instance soit devenue définitive. Or, effectivement, dans les procès in absentia, il y a une difficulté puisque, effectivement, l'accusé peut demander la l'ouverture de son procès avec sa présence. Voilà, il y a un certain nombre de procès comme ça où tous les accusés ou une partie des accusés est en absence. Dans ce cas-là, il y a un blocage qui est fait. Merci pour ces précisions. On voit bien tous les enjeux là sur la rediffusion et l'accès aux enregistrements. Je suis navrée, on a déjà un petit peu dépassé l'heure. Bon, s'il y a vraiment une autre question ou une intervention, on peut la prendre. Sinon, je crois qu'on va remercier très chaleureusement nos 4 intervenants. Merci beaucoup. Merci au public et puis à toutes les équipes qui ont organisé cet événement. Et je vous invite après à lire, si ce n'est les rapports, si c'est vraiment trop long, en tout cas les synthèses, qui donnent envie ensuite de lire les rapports. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.